إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va porter sur la DPJ. Et le titre, c'est la DPJ et la business des signalements. Alors, pourquoi parler encore de la DPJ? Il y a quelques mois, on avait consacré toute une conférence au projet de loi numéro 15 de la DPJ. On avait parlé de la réforme et des répercussions que cela allait avoir, le fait de placer ce qu'on disait être l'intérêt de l'enfant et comment cela allait se traduire pratico-pratique. En fait, ce qui m'a poussé à parler de la DPJ, encore une fois, la DPJ pour les néophytes ou pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, c'est la direction de la protection de la jeunesse. La direction de la protection de la jeunesse. Et c'est une institution provinciale qui relève du gouvernement du Québec et qui est là pour défendre les droits des enfants et lutter contre la maltraitance. Alors, pourquoi je vais parler encore de la DPJ? Rapidement, Mylène Moisan, chroniqueuse dans Le Soleil, a publié une chronique qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce qu'on y apprenait, c'est que jusqu'en novembre 2023, il n'y a pas longtemps, seuls les psychiatres et les spécialistes en médecine d'urgence pouvaient facturer les signalements comme un acte médical. Donc un psychiatre ou un médecin en urgence, dans les urgences pouvait faire un signalement à la DPJ, mais être facturé, être payé. C'était comme une sorte d'acte médical. Mais ce qu'il va y avoir, c'est que il y a eu une lettre d'entente, ce qu'on appelle la lettre d'entente numéro 172, entre le gouvernement du Québec et le Collège des médecins. Donc il y a eu une renégociation des conditions de travail des médecins. Et maintenant, tous les médecins peuvent s'en prévaloir. Alors, si un médecin fait un signalement à la DPJ, il facture cela, son signalement, comme un acte médical. Et s'il est au public, il va facturer $200. S'il est au privé, il va facturer $240. Je sais que certains vont dire, les médecins, ils gagnent bien leur vie et ce n'est pas 200 pièces ou $240 qui vont changer quoi que ce soit. Faux. Vous savez pourquoi faux? Parce qu'un médecin omnipraticien, il facture $86,90 pour faire une évaluation complète d'une personne vivant dans un CHSLD. 86 pièces. 240, c'est le triple comme acte médical. Et si la personne vit à domicile et le médecin, il va l'ausculter, et on parle d'un patient qui a une lourde perte d'autonomie, le médecin va facturer $143,85. Et là, nous, on parle de 240 au privé et 200. C'est presque le double. Donc, l'acte médical de signaler à la DPJ est le double ou le triple de ce qu'un médecin peut facturer dans une situation normale lorsqu'il porte des gestes médicaux. Alors, ça, c'est le premier point. D'ailleurs, les chiffres, rapidement, sont là pour le prouver. Selon les données qui ont été compilées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à la demande de la chroniqueuse du Soleil, on apprend qu'en 2024, à la suite de cet élargissement, les montants facturés sont de $360 000. Donc, $360 000, $100 000 de plus que l'année précédente. Ce qui veut dire que les médecins, ils ne vont pas de main morte. Ils en profitent. Alors, et la journaliste, elle a dit, au bout du compte, le Trésor québécois a déboursé
la somme d'1 700 000 pour 7095 signalements à la DPJ. Alors, elle a dit, regardez ce qu'elle va dire, je la cite. Elle a dit « Faisant un code d'acte médical à la RAMQ de ce que je croyais être un devoir citoyen, une affaire de bon samaritain. Tout ça avec le doute que ça peut instiller sur la noblesse des intentions de ceux qu'on paye pour signaler. » Mais il y a un danger. Il y a vraiment un danger, il y a un risque. Et ce n'est pas du blabla. Il y a des chiffres qui le montrent que les médecins maintenant, s'ils signalent, bah, ils font de l'argent. C'est presque voir 3 patients et les ausculter et passer beaucoup de temps. Il le fait avec un simple signalement. Donc, d'une certaine manière, c'est problématique. Certains vont dire, mais il faut faire confiance aux médecins. Mais vous savez, le problème de la DPJ, comme on avait vu lors du projet numéro 15, le problème de la DPJ, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou. Dans la DPJ, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de contre-pouvoir. Le problème de la DPJ, c'est qu'elle détient l'exclusivité du pouvoir. Elle intervient auprès des enfants sans un contrepoids réel. Vous savez, une fois que l'enfant se retrouve entre les mains de la DPJ, elle va interpréter sa propre loi, qui est une loi d'exception. Elle va décider si elle l'applique ou non. 3, elle va orienter le dossier. Après le signalement, elle va l'orienter en fonction de ce qu'on appelle son analyse clinique. Qu'est-ce que cette analyse clinique? Les spécialistes nous disent que c'est une enquête sommaire. Et souvent, il n'y a pas de preuve tangible. Un simple signalement. Alors, autre chose, les spécialistes, les critiques de la DPJ nous disent que dans ce qu'on appelle l'analyse clinique, généralement, il n'y a pas de fait substantiel. Il n'y a pas de preuve tangible. Et ils vont se protéger par, l'immunité juridique. Je ne peux rien faire contre la DPJ. 2, ils vont dire que pour des questions de confidentialité, il s'agit de mineurs, on ne peut pas dévoiler les preuves, on ne peut pas dévoiler qui a fait le signalement. Donc, d'une certaine manière, une fois que le dossier est entre les mains de la DPJ, on est vraiment désarmé. Alors, le fait de donner aux médecins 200 $ au public, 240 $ au privé, est vraiment très problématique quand on sait tout cela. Donc, quelles seraient les solutions? Premièrement, faudrait que, en parlant de la DPJ, il faudrait que la DPJ n'ait plus ce pouvoir exclusif. Il faudrait qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faudrait que les parents, que les familles aient ce contre-pouvoir. Il faudrait qu'il y ait aussi, si on dit que les parents sont problématiques parce que des fois il y a de la maltraitance, et là je vais rappeler ce que fait la DPJ pour que vous compreniez pourquoi je vais orienter la solution vers des points précis. La DPJ, elle intervient généralement ou principalement, lorsque l'enfant est abandonné. Là, on s'entend, si l'enfant est abandonné, il faudrait que la DPJ intervienne. 2, si l'enfant est victime de négligence. 3, si l'enfant est victime de mauvais traitements psychologiques. 4, s'il est victime d'abus sexuels. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui va être contre les abus sexuels, qu'il est abandonné. Négligence, là, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce que la négligence. Traitement psychologique, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que veut dire traitement psychologique. Est-ce que le fait d'empêcher un adolescent de sortir à des heures tardives, de faire la fête quand il le veut, c'est des mauvais traitements psychologiques. 6 ou 5 victimes d'abus physiques. 6 quand l'enfant est aux prises avec des troubles de comportement sérieux. 7 quand l'enfant est exposé à un risque sérieux d'être victime de négligence, d'abus sexuels ou d'abus physiques. Donc il est exposé à. Le 7e point. Alors, si on sait tout ça,
Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait exiger? La première chose qu'on devrait exiger, c'est que la DPJ cesse de travailler sans être en connexion, en lien avec la société, la communauté. Donc, si on parle de Montréal, parce que les chiffres nous disent qu'à Montréal, il y a un record au niveau des signalements. Sur les 7095, Montréal est première. Alors, à Montréal, il y a des communautés ethniques, religieuses, et dans les régions, il y a des centres communautaires. Si tu es en Gaspésie, si tu es en Beauce, donc chaque région, il y a normalement des centres où il y a une vie sociale. Et il faudrait que la DPJ travaille en collaboration avec, si on parle de Montréal, avec les centres communautaires, avec les mosquées, avec les églises, avec les centres culturels. Il ne faudrait pas que la DPJ ait un pouvoir quasi exclusif et qu'elle fasse ce qu'elle veut sans partenariat. Donc, avant de placer un enfant dans une famille, si l'enfant est musulman, il va falloir respecter son appartenance religieuse, culturelle. Exemple, elle prend un enfant dont la langue maternelle, la langue de ses parents, l'enfant est encore jeune, ou c'est un préadolescent, la langue qu'il va parler, c'est le français et par exemple le wolof, ou le français et l'arabe, ou le français et l'espagnol. Mais il va falloir prendre en considération la culture, la religion, parce que ça c'est dans l'intérêt de l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir sans que l'enfant soit coupé de ses racines. Si on veut qu'il s'intègre plus tard d'une manière harmonieuse. Donc ça c'est le premier point, que la DPJ doit travailler et ça il faut adresser. Soit une pétition, soit des lettres pour qu'on se fasse entendre et qu'il y ait des liens entre des relations, des canaux de communication entre la communauté et la direction de la protection de la jeunesse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est concernant le pouvoir, le contre-pouvoir. Parce qu'une fois qu'il y a un signalement, les parents sont désarmés. Il n'y a pas de contre-pouvoir réel. Et la DPJ, elle a l'immunité juridique et elle travaille sur ce qu'on appelle la confidentialité parce qu'il s'agit d'enfants mineurs. Donc, d'une certaine manière, c'est presque un procès secret. C'est perdu d'avance. Alors, ça c'est le deuxième point. Il faut qu'il y ait de vrais contre-pouvoirs. Le troisième point, c'est concernant les familles d'accueil. Et ça, c'est un point qui nous concerne, nous, en tant que communauté. Il faudrait que dans chaque mosquée, dans chaque centre communautaire, dans chaque quartier, qu'il y ait une liste de familles d'accueil prêtes à accueillir nos enfants pour qu'ils ne soient pas placés dans des familles qui ne correspondent pas à notre religion, à notre culture. Alors, ça c'est grosso modo ce que je voulais dire aujourd'hui.